Nous ne sommes pas des professionnels des médias, et nous ne souhaitons pas le devenir. En écoutant cette série, vous comprendrez pourquoi nous avons voulu conserver l'anonymat. Si nous vous proposons ce podcast aujourd'hui, c'est pour soutenir Camille, qui a animé un podcast pendant 10 ans avant d'être censurée. Nous avons cherché à reconstituer son récit grâce à ses archives et grâce à ses notes. Nous n'interviendrons que lorsque des éléments seront manquants et indispensables pour comprendre ce qui a pu se passer. Je précise pour ma part que je suis une comédienne qui a été recrutée pour réaliser cette introduction et que j'ignore qui est mon employeur. Alors, une belle histoire, c'est ça maintenant. C'est True Crime. Faut nous prévenir quand ça change de propriétaire comme ça du jour au lendemain. Camille, alors, si j'ai bien compris, tu veux faire emprisonner Julien. Je te souhaite bon courage, mais si je peux te dire mon avis, c'est pas trop ma came, tu vois. Julien, pour moi, c'est un mec qui est tout seul. D'ailleurs, dans toutes les archives, il est toujours tout seul. Il n'a pas de famille, pas d'amis. Peut-être que c'est ça qu'il faudrait essayer de comprendre. Pourquoi ce mec est-il seul ? Dans la rue, tu vois de plus en plus de gens tout seuls, qui parlent tout seuls. Donc c'est cette solitude qu'il faudrait faire entendre. Et qui pousse à inventer des choses. Je trouve ça violent de s'en prendre aux gens qui sont tout seuls. Bonjour, je suis Camille d'une belle histoire. C'est moi qui ai envoyé le mail à propos du podcast hier. Oui, c'est bien moi. Je sais toujours pas pourquoi ni qui aurait intérêt à nous envoyer toutes les archives. Sauf mon visage, bien sûr. Ah mais il m'a peut-être espionné pendant que j'étais là-bas. C'est pas de ma faute, c'est Julien qui a instauré ce doute en moi. C'est un peu troublant, je pense, de dire qu'il n'a jamais perdu confiance. Mais non, mais j'ai rien inventé. On y va. Maintenant, une si belle histoire, épisode 7. C'est vraiment un rêve qui m'attend. Je crois que je suis assez seule, en fait. Petit rappel des faits. Invité dans plusieurs émissions de télé, Julien raconte être rescapé d'un grave accident de vélo et devient un des anonymes les plus célèbres de l'histoire des médias. Son témoignage émouvant bouleverse des millions de téléspectateurs. J'ai toujours été comme ça. J'ai besoin d'un challenge. Je sais pas, j'ai besoin de ce dépassement-là. Et c'est là que j'ai décidé de faire de la compétition. Je me suis dit, j'ai envie de ressentir ce que ça fait, j'ai envie d'être à nouveau confronté aux autres aussi. De plus faire ça tout seul. J'ai envie de me confronter à ceux qui n'ont pas eu d'accident, qui n'ont pas passé 2 ans sur un lit d'hôpital. Et j'ai envie de leur prouver que je peux le faire et que je peux être meilleur qu'eux. Et donc j'ai commencé la compète. En vérité, Julien a tout inventé. Je vais pas vous mentir, moi j'étais quand même un peu fière d'avoir déniché comme ça la vérité. J'étais quand même un peu fière de mon enquête. C'est un peu l'enquête de ma vie. Je m'attendais à ce que mes collègues, mes chefs soient fiers de moi aussi. Je m'attendais un peu à des félicitations, même si c'est pas pour ça que je l'ai fait. Et en fait, non, ça s'est pas passé comme ça. Et je crois qu'il y avait peut-être un petit peu de ressentiment vis-à-vis de moi. Je me demande si quelque part mes collègues ils m'en voulaient pas un peu d'avoir détruit le mythe Julien comme ça. Peut-être qu'ils étaient jaloux aussi. Peut-être qu'ils auraient bien aimé que ce soit eux qui découvrent la vérité. Julien, c'est l'accidenté rêvé. Pas de blessure apparente, pas de crâne défoncé, pas de problème d'élocution. On peut le regarder sans être remué, sans avoir à plisser les yeux, sans avoir à les fermer. Il passe bien à l'écran. Je pensais que, comme trace, il n'y avait que le livre qu'il avait écrit, vivant, un tissu de mensonges imprimés qu'on pouvait encore trouver d'occasion. Mais j'ai découvert autre chose. Julien a posé nu dans une revue, dans un décor de salle de muscu, gainage, mobilité, tout y passait. Julien est très beau,
Mais est-ce bien ça, un accidenté de la vie ? On a un athlète en face de nous, les muscles sont bien dessinés, bien galbés. C'est très impressionnant. Quand on se dit que les médecins pensaient que potentiellement il remarcherait plus jamais. Camille, t'es là ? Écoute, je suis désolée, vraiment, ne crois pas que je l'ai fait exprès, mais Julien est dans le bureau à côté. Quoi ? Il est là pour que tu l'interviewes. Attends. Julien Ah oui. Il est dans les bureaux là ? Oui. Il est ici, genre Oui. en ce moment ? Oui. Bon, écoute, on va pas faire toute une histoire. J'ai parlé avec lui, il attend que tu l'interviewes, j'ai dit que c'était possible. Mais... quoi ? Mais Isa... Attends, il est venu dans les bureaux, comme ça, là ? Il a débarqué, il a exigé de te parler... Mais il a pas exigé, il est là, il veut... On n'était pas là la dernière fois, il revient, il veut qu'on l'interviewe, bon, c'est pas... Mais pourquoi t'as pas appelé les flics ? Mais appeler les flics, c'est bon, il est pas armé, il est pas dangereux. Mais Isa, il a agressé Max la dernière fois, enfin, il m'a espionné, ce type nous a... Enfin... Il a pas agressé Max, il s'est un peu emporté parce que t'étais pas là et moi non plus, et que, voilà, il a envie de donner sa version des faits, c'est normal. De donner sa version des faits. Attends, qu'est-ce que tu veux dire, là ? Tu viens me voir pourquoi, en fait, là ? T'es entrée dans le bureau pour quelle raison, Isa ? Je te suis pas là. Je viens parce qu'il a envie que tu l'interviewes, que les choses sont allées beaucoup trop loin et que là, c'est le moment de temporiser. Il a envie que je l'interviewe. Oui, et franchement, c'est la meilleure solution pour tout le monde, regarde. Mais je t'ai dit que je ne voulais pas Mais l'interviewer. d'accord, tu ne veux pas, mais n'empêche que c'est l'occasion de s'expliquer, pour lui, de répondre aux accusations, et pour nous, ça nous permet quand même de sortir de toute cette histoire par le haut, parce que là, ce podcast, il est en train de virer n'importe comment. On sait même pas ce qui se passe. Écoute-moi, on a besoin de montrer qu'on n'est pas rigide. Mais c'est pas une question de rigidité, je t'ai dit non. Je t'ai dit non, j'ai pas changé d'avis, je ne veux pas interviewer cette personne. Alors, Camille, je te rappelle que c'est pas que toi le podcast d'ailleurs, on décide ensemble, et c'est moi qui devrais décider, d'accord, mais c'est pas parce que tu dis non que tu vas pas l'interviewer. Ça marche pas comme ça. Mais il y a un truc qui s'appelle le consentement, enfin, qu'est-ce que tu racontes là ? Non, vas-y, ramène pas tes histoires de consentement là. Donc là, ce que je t'explique, essaie de voir les choses un peu autrement. Cette interview, c'est l'occasion de faire autrement pour ce podcast, d'accord ? Tu peux faire coup double en l'interviewant. Tu montres que tu t'acharnes pas, que t'es prête au compromis, que tu restes une professionnelle. Mais attends, que tu sais faire. J'ai pas à me justifier. On n'a pas à justifier, on n'a rien fait. C'est lui qui ment depuis le début. Et 2, tu le pousses dans ses derniers retranchements. Je te jure que tu pourras dénoncer ces mensonges en direct s'il ne change pas d'attitude. Tu auras toute la latitude de mener l'interview comme tu l'entends, je te promets. Je m'y engage. Et comme ça, avec cet entretien, tu fais taire tous ceux qui le défendent, et qui d'ailleurs sont devenus majoritaires. Tu les retournes une bonne fois pour toutes et on n'en parle plus. Ouais. Hashtag Team Julien, quoi. Il y a vraiment que l'audience qui t'intéresse. T'as pas compris qu'on est en train de la perdre, là, l'audience ? Isa, je suis pas capable d'interviewer ce type. Je le sens pas. Mais j'en ai rien à foutre que tu le sentes ou pas. Excuse-moi de te parler comme ça. Pardon ? Mais oui, mais c'est pas la question de savoir si tu le sens ou pas. Regarde, même Zoé Vallotton ne l'a pas interviewée pour sa contre-enquête. Elle est morte. Mais elle est pas morte à cause de lui. Je te dis qu'elle l'a pas interviewée. Là, tu as la chance de le faire. Tu peux aller encore plus loin pour mener son travail. Elle a commencé le travail, tu l'achèves. Mais il va encore mentir. Tu ne peux pas interviewer quelqu'un comme lui. De toute façon, c'est ça la question. On peut pas interviewer quelqu'un qui passe son temps à sécréter des mensonges. Tu sais ce qui m'a amené à faire de la radio ? Non. Tu vois qui c'est, Max Meignier ? Un journaliste à RTL dans les années 70. Un jour, il est dans le studio, quelqu'un arrive avec une grenade découpillée et le prend en otage. Toute la nuit, ils restent tous les deux dans le studio comme des cons. Il se passe rien. Et ben tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, quelque chose arrive. Le journaliste, il commence à poser des questions à la personne qui le prend en otage. Et ben cette interview, c'est une des plus belles qui existent. Donc là, essaye de rentrer en contact avec ce Julien. Isa, même pour faire une belle interview, je n'ai pas envie d'être prise en otage. C'est quoi cette comparaison ? Tu penses qu'il faut que quelqu'un vous tende une grenade dégoupillée sous le nez pour qu'on sorte ses tripes ? C'est quoi l'idée ? Non, mais l'idée c'est que, voilà, on est dans des situations un peu extrêmes, ça me fait penser à ça, c'est tout. Parce que du coup, évidemment, tu n'imagines pas qu'un journaliste va interviewer son preneur d'otage. Et ben là, c'est pareil. Non mais de toute façon, je la connais ton histoire, je l'ai écoutée cette interview. Et je comprends pas... Enfin...
Moi, je sais pourquoi il l'a interviewé. Il le dit d'ailleurs. Il l'a interviewé parce qu'il l'a trouvé sympathique, ce gars. Le journaliste de RTL, à un moment donné, il s'est dit, mais peut-être qu'en fait, il faut On sait pas ce qu'il s'est dit, on n'y était pas, d'accord? Ils sont restés amis. Je serai jamais amie avec Julien. Mais qu'est-ce que vous en savez? Mais enfin, Isa, mais ça n'a rien à voir. Mais ça peut être quand même intéressant de savoir ce que Julien pense. Mais ce type est une ordure. Ce qu'il y a dans sa tête, c'est simplement de la toxicité pure. Ce type a menti, ce type s'est fait passer pour quelqu'un dans le coma. Il a prétendu être miraculé et être sorti de sa paralysie par la simple force de sa volonté. Il vend du rêve à des centaines de milliers de familles qui attendent que les gens qu'ils aiment sortent du coma par la main de Dieu ou l'entremise de ce gars. Mais c'est atroce. C'est typiquement le genre de personne qui manipule les autres en sécrétant des sortes de mensonges sexy et frelatés. Et en plus, vendre de l'espoir, se faire de l'argent là-dessus. C'est vraiment l'une des pires choses qu'on peut faire aujourd'hui, c'est cette sorte de publicité spectaculaire, tout ça parce qu'il a une bonne gueule. Le type a réussi à se faire de l'argent avec une entreprise de vélo dans la ville où il a eu son accident. Je veux dire, c'est ça qu'il a dans le cerveau. J'ai pas envie de savoir ce qu'il pense, Julien. J'ai pas envie d'être au contact de ce genre de pensée. Il ment tout le temps, il est toxique. Depuis qu'on a commencé à raconter son histoire, il passe son temps à chercher à faire capoter le projet. Il me suit, il m'espionne, il nous a menacés. C'est pas un humaniste. Non mais Camille, tu arrêtes. Tu veux quoi? Tu veux pas lui donner la parole, mais tu veux faire la morale à tout le monde de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire, de comment il faut se comporter? Mais c'est n'importe quoi. Toute cette histoire est vraiment mal partie depuis le début. Tu veux raconter son histoire, tu t'acharnes, tu fais hors-série et tu ne veux pas lui donner la parole. Mais si tu le trouves tellement horrible à ce moment-là, ne parle pas de lui, fais autre chose. Tu passes ta vie sur cette affaire. C'est pas professionnel du tout, là. Moi, j'ai une responsabilité. On a la possibilité d'apaiser la situation et de comprendre. Je parle de cette histoire pour la dénoncer, pas pour la comprendre. Je n'ai pas envie de le comprendre, je n'ai pas envie de le faire comprendre, je n'ai pas envie de lui donner la possibilité de me manipuler et surtout, je n'ai pas envie qu'on lui donne la possibilité de manipuler les auditeurs et les auditrices à travers le podcast. Point. Oui, et c'est là où le fait qu'il soit interviewé par une des meilleures intervieweuses en ce moment du podcast, c'est une chance. Contre toi, il ne peut rien, tu n'es pas en danger, tu connais toute son histoire, tous les faits. Comment veux-tu qu'il te manipule? Mais j'ai peur que ça dérive si je l'interviewe. Essaye de comprendre. Regarde, on est coincé. Pour faire une bonne interview, j'ai besoin de faire preuve d'empathie. Et là, si je verse là-dedans, ça me dégoûte. Et surtout, c'est sûr, ça va toucher des gens. C'est pas de moi que je doute. Avec sa voix, sa façon de parler, si je me laisse toucher, les gens se laisseront toucher. Et c'est trop risqué. On n'est pas là pour ça. T'as fini ton cours sur l'empathie? C'est vraiment pas possible. Tu travailles. L'empathie, elle a lieu dans certains cas, ok, là, c'est le show médiatique, c'est la télé, c'est l'image, des gens se laissent pénétrer par ses émotions. Bon, là, on est à la radio, t'es professionnel, on va pas le voir, je vois pas pourquoi tout d'un coup, tout le monde serait subjugué par ce qu'il a raconté. Mais t'as bien vu que les gens se sont laissés complètement subjuguer parce qu'il est vaguement télégénique. Et là, s'il parle, ce sera la même chose. Le podcast va l'humaniser. Une voix, c'est intime, c'est humain. On entend toutes les brisures. C'est sûr que ça va marcher. Je veux pas de ça. Mais ça va pas marcher sur toi. Personne ne te demande d'éprouver des sentiments pour Julien. Et c'est simplement de décrypter son mode de fonctionnement. Ça, tu sais le faire. Parce qu'après tout, ni Zoé Vallotton, ni toi n'avez cherché à comprendre pourquoi il ment tout le temps. C'est quand même ça la première question qu'il faut se poser. L'empathie, c'est pas que ressentir des choses, c'est quand même aussi essayer de se comprendre, de comprendre l'autre, de faire face à l'altérité. C'est bien ce qu'on essaie de faire nous aussi. On n'est pas toujours d'accord, mais bon, on essaie de travailler ensemble, d'être en relation, c'est la base, non? Sinon, on va tous se bouffer les uns les autres. Mais j'ai pas l'impression que là, t'essayes de me comprendre, ni que t'essayes de... Je te dis que j'ai peur de cette personne, que je ne veux pas l'interviewer, et toi, tu m'expliques que mon empathie devrait aller en priorité à cette sorte de psychopathe. Bah attends, je suis une idiote si je pense qu'on n'est pas là pour donner la parole à tout le monde. Non mais alors là, c'est vraiment le pompon. Je pensais même pas que ça, c'était questionnable. Non, on n'est pas là pour donner la parole à tout le monde. Pas aux fachos, pas aux violeurs, pas aux multirécidivistes. On n'est pas là pour offrir une tribune à tous les psychopathes en quête d'auto-justification. Ah oui, d'accord, donc c'est toi, Camille, qui va décider qui peut parler, qui peut pas parler. On peut pas donner la parole aux pédocriminels, par exemple. Mais il s'agit pas de moi personnellement, mais non. Bah, c'est ce que tu dis. On n'est pas juste un haut-parleur sans aucun filtre éthique, moral et politique. On n'est pas là pour offrir une tribune à toutes les visions du monde complètement tordues. Je ne souhaite pas. Si j'ai un peu de pouvoir avec ce podcast, eh ben je souhaite l'utiliser pour que les gens comprennent que non, on n'entre pas dans n'importe quelle pensée de la même façon, et je n'ai pas envie qu'on voit le monde à travers les yeux de ce gars. Voilà, c'est un terrain miné. Si t'es honnête, je sais que tu es d'accord avec moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toute façon? Il va me manipuler, il va me... Comment tu... Fais-le toi, comment tu le ferais? Tu fais l'entretien.
Tu lui poses aucune question de type psycho. Comment vous vous sentiez, qu'est-ce que ça vous faisait, blablabla. Bla, 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 bla. Juste des questions sur les faits. Comment il a eu l'idée de mentir et de dire qu'il avait eu un accident? D'où ça vient cette histoire? Pourquoi il s'est fait passer pour un champion de roller sur descente? C'est tout. Et d'où ça vient une histoire pourquoi il a fait ça? D'où ça vient? Tu vois bien, la réponse elle sera toujours mêlée, c'est jamais purement objectif, purement matériel. Il va toujours y avoir des interprétations, des sentiments dans ses réponses. Comment tu veux qu'il ne parle pas de sa psychologie si je lui demande d'où vient cette idée de mentir? Je sais pas, je te jure, je le sens pas. Je sens qu'il va m'inventer une enfance malheureuse. Je sens qu'il va nous balader de trauma en trauma. J'ai l'impression que... Ce que tu refuses de comprendre, c'est que je veux pas me mettre à la place de ce type. Mais tu dis n'importe quoi. Quand tu fais une interview, tu sais bien que t'essayes d'aller au plus près possible de la vérité de la personne, de sa vie. T'essayes de mettre ton rythme cardiaque au rythme du sien. T'essayes de ressentir ce que la personne ressent. Je dis pas qu'on y arrive à chaque fois, mais c'est quand même cette porosité-là qu'on vise, c'est cette manière de se laisser envahir. Et là, ça me fait peur. Je veux pas me laisser là, tu envahir fais par cette autrement. personne. Tu fais autrement. Tu es moins poreuse. C'est ton travail, c'est aussi un métier. Donc là, tu dis n'importe quoi, tu dérives complètement. Bien sûr que tu vas pas te mettre à sa place, c'est même pas ce que je te demande, pas du tout. Et puis d'ailleurs, personne ne peut se mettre à la place de personne. C'est son expérience, je te demande pas de vivre son expérience. Je te demande simplement d'accepter qu'il y ait quelqu'un en face qui raconte sa version des faits. Elle a tort sur ce point. Quand j'interviewe une personne, eh bien, je crois que je deviens tout simplement cette personne. C'est comme ça. Mais j'ai jamais trop voulu creuser cette histoire d'hyper-empathie avec elle. De toute façon, j'en parle à personne. Enfin, sauf à vous, maintenant. Ça a commencé assez tôt chez moi. Je me souviens que mes parents m'emmènent dans un supermarché pour faire des courses. Et comme je n'ai rien à faire, je commence à observer les autres. Et rien qu'en les regardant, je commence à imaginer... Non, c'est pas imaginer le bon terme. Je commence à être envahi par ce qu'ils pensent. Enfin, parce que je pense qu'ils pensent. À ressentir ce que je pense qu'ils ressentent. À partir d'un sourire ou d'un haussement de sourcil. Et ça m'a fait peur. J'ai essayé de pas croiser les regards. Et quand j'entends les voix, alors là c'est encore pire. J'ai l'impression directe que je suis en contact avec les gens. Et que je sais s'ils sont gais, préoccupés ou tristes. Ça me fait tellement peur à ce moment-là que je ne veux plus aller faire les courses au supermarché. Ouais. Je crois que c'est depuis cette sortie dans la zone industrielle au grand supermarché que je sais que je suis comme ça. Je ne peux pas m'empêcher d'établir une sorte de connexion avec les gens que je croise. C'est arrivé qu'on me dise de moi que je suis trop humaine. Mais comment vous voulez que je raconte un truc comme ça? Surtout à elle. Comment ne pas être prise pour une folle? Je les entends à voix haute se demander si ça vaut le coup. Et là, il n'y a personne qui est là pour me défendre. Pour dire, ben oui, ça vaut le coup. J'étais seul avant l'accident, et je me retrouve seul après ces années de coma. Et en fait, je suis redevenu comme avant. Et je sais pas, à ce moment-là, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je suis sur un fauteuil roulant, on me réapprend à marcher. Moi, naïvement, je pensais qu'en claquant des doigts, j'allais marcher dans les couloirs du centre de rééduc, mais non, pas du tout. Et là, je prends un grand coup au moral, mais je me laisse pas décourager. Eh ben dans ce cas, adresse-toi à une autre personne, parce que moi, je me sens en danger face à ce mec. Ok, attends, Pas d'un point de vue physique, mais d'un point de vue émotionnel. Ce type me glace. Non, mais Camille, là d'abord t'es sous contrat, d'accord? Donc c'est toi qui vas faire cette interview, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est ton métier. Et là, tu ne le fais pas. Et si ça continue, c'est moi qui vais devoir le faire. Ton empathie ne peut pas être à géométrie variable, je suis désolée. Il ne s'agit pas de géométrie variable, mais enfin Isa, on peut pas valoriser un mec comme ça dans le podcast et laisser supposer que ces mensonges n'ont aucune conséquence. Je sais pas, mon empathie, elle va aussi à toutes ces victimes. Imagine que
qu'une des personnes qui faisait partie des associations d'accidentés de la route, dont il s'est fait le représentant quand même, tu te rends compte ? Imagine qu'une de ces victimes, c'est ces gens blessés, ces gens dont la confiance a été abusée, tombent sur une si belle histoire et entendent dans un podcast ce mec, ce Julien, faire le beau. T'imagines ce que la personne va ressentir ? C'est de la complaisance de notre part de refuser de prendre ça en compte. Et puis... Moi, je peux pas être sur la défensive pendant toute une interview. Voilà, je peux pas être sur mes gardes et passer mon temps à me dire est-ce que cette personne ment ? Est-ce qu'elle ne ment pas ? Je peux pas être dans cette sorte de distance où je suis en permanence en train de me demander si l'émotion que la personne semble ressentir est bien réelle. Non mais là t'es dans un délire de toute puissance. Tu veux en plus contrôler les réactions des gens à l'écoute du podcast ? Mais s'il y a des réactions où les gens feront des commentaires, t'inquiète pas. Chacun est responsable pour soi-même. Ouais. Donc tu veux pas interviewer quelqu'un parce que peut-être que ce qu'il va dire aura une conséquence sur quelqu'un d'autre que tu ne connais même pas, dont tu ne connais même pas l'existence. Mais qu'est-ce que tu cherches au juste ? La transparence totale, mais c'est presque facho ça. Je sais que c'est particulièrement dur pour toi le mensonge, l'histoire de mensonge, mais là c'est Camille, le chevalier blanc, seul contre tous. Mais c'est n'importe quoi. Ça n'a rien à voir. On travaille avec ton histoire, avec ce que t'as vécu, etc. Mais enfin là quand même, si t'arrives plus à avoir un minimum de distance, en effet peut-être qu'il vaut mieux que t'arrêtes le podcast. Mais ça n'a rien à voir avec mon histoire personnelle, ça n'a rien à voir avec mon rapport au mensonge, ça dépasse beaucoup cette histoire-là. J'ai l'impression qu'en fait, ça révèle que tu comprends rien depuis le début à ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait dans ces podcasts ? Si on fait tout ça depuis si longtemps, si moi je passe tant de temps à écouter les autres, je sais pas, c'est pour comprendre. C'est pour comprendre la manière dont le monde se constitue pour les autres. Parce que moi, j'ai jamais pu donner un sens à tout ça. Tu vois, ma perception du monde, elle est complètement fragmentée. Ça passe son temps à raisonner, de questions, de pourquoi, qu'est-ce que c'est que ça, comment ça fonctionne. Et le monde tel qu'il est, c'est incompréhensible. C'est inintelligible. Et je suis tout le temps étonnée. Et c'est ça que tu cherches. Tu le sais très bien, c'est pour ça que le podcast fonctionne. C'est parce que à chaque fois, j'ai abordé les histoires de ces gens avec cette sorte de stupéfaction et de mélange de malaise, d'ignorance et d'émerveillement. Je me dis tout le temps, mais qu'est-ce qui m'entoure ? Et où ça va ? Et comment ça se fait ? Et pourquoi ça passe comme ça ? Et c'est ça ma réalité. Et en fait, quand j'interviewe quelqu'un, je suis tout le temps en train de m'interviewer moi-même aussi. Enfin, je veux dire... C'est pas narcissique, c'est juste une sorte de manière d'essayer de capter cette voix intérieure qui cherche à comprendre, à recomposer, qui tangue, qui doute. Et j'ai besoin de cette danse-là, j'ai besoin de dialoguer avec cette voix-là intérieure chez les autres. Quand je pose une question à quelqu'un, ce que j'essaye de capter, au fond, c'est la manière dont lui-même ou elle-même il se pose des questions. Commencer une interview, c'est partir de ça, de cet état d'étonnement et d'incertitude et de doute Et c'est ça qui est juste pour la connaissance, pour essayer de comprendre le monde. Cette manière de saisir la façon dont on se pose des questions. Je peux pas me rendre méfiante avant même d'avoir commencé, si j'espère capter cette voix-là. Et ce que j'essaye de te dire, c'est que chez cette personne, chez Julien, il n'y a pas cette interrogation, il n'y a pas ce petit tremblement, cette manière de saisir la façon dont les choses essayent de se composer. Ce type, il n'est que assurance, il n'est que certitude, c'est un bulldozer. Il utilise le langage pour tromper les autres, il n'utilise pas le langage pour se poser des questions, il fabrique du faux en permanence. Je peux pas accéder à ce questionnement dont je te parle chez lui. Et je comprends pas pourquoi ça te fait rire, ça m'effraie, c'est terrifiant. Et c'est cette personne-là que tu veux mettre en face de moi. Mais tu parles de lui comme si tu le connaissais depuis toujours. C'est pas possible. On dirait que tu sais tout de lui, alors que tu refuses de lui. Mais tu refuses de lui parler. Tu parles que de toi, de comment tu fais tes interviews, de ce que tu ressens. Moi. Mais t'es journaliste, reviens à des choses plus terre à terre. Mais c'est terre à terre, il y a des rencontres qui sont pas possibles. Et j'ai fait une enquête sur ce gars. Je parle pas d'une impression, d'une chose purement subjective. Je vois très bien ses actes. Et de toute façon, une interview, c'est pas une chose mécanique. On peut tout simplement pas entrer en contact avec quelqu'un pour qui on ressent profondément une forme de dégoût et même de peur. Ce type, il n'a jamais exprimé le moindre remords par rapport à ce qu'il a fait. Il a toujours tenu cette ligne, embobiner les autres. Il cherche le rapport de force. Voilà, mais c'est son seul registre. Tu serais peut-être la première à pouvoir démonter son mécanisme.
puisqu'il a eu tout le monde et que toi tu as 10 longueurs d'avance sur lui, puisque tu sais qu'il a menti et que tu es convaincu et que tu le condamnes d'avance. Mais si je l'interviewe, la moindre de ses paroles deviendra vraie. Du simple fait que je lui donne la parole, moi, que je l'écoute. Quand je l'écoute, c'est les autres qui l'écoutent. Et c'est cette écoute-là que j'essaye de faire parler. Et je sens que je vais m'affaiblir. Et je sens que je vais affaiblir le podcast et que je vais m'affaiblir moi-même, même après l'interview. Mais arrête de parler toi. Mais si Sors je de lui la donne la secte. parole, je vais répandre une forme de poison avec ce podcast. N'importe quoi. Si tu ne l'interviewes pas, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'on ne respecte plus le principe du contradictoire. On en a déjà parlé, et ça va nous être reproché à un moment ou à un autre. Merci pour ton empathie. De toute façon, ça ne marche pas avec les gens comme ça, le principe de contradictoire, comme tu dis. Tu peux pas mettre la parole de Julien à égalité avec Quand on des était faits vraiment buté, tangibles, c'est pas possible. avec ces faits qu'on a récoltés. Tout n'est pas possible. Et si j'y parvenais à l'interviewer finalement, pourquoi je pense tout de suite que c'est une mauvaise idée ? Peut-être que ça peut marcher, je l'interviewe et je fais semblant d'être dans l'empathie. Je l'écoute sans broncher, je le contredis pas, surtout je ne le contredis pas. Au contraire, même je vais dans son sens et je lui demande comment il se sent et après au montage je rajoute des commentaires et je le dézingue. Non mais ça marchera jamais, à l'arrivée ce sera pareil, il va dire que je l'ai maltraité. Je sais plus quoi faire là avec toi. Désolée de pas tout brader d'un seul coup, de pas considérer que tout se vaut. Isa, j'essaie juste d'être fidèle à ce qu'on construit. Je fais pas exprès de nous mettre dans cette impasse. Bon, écoute, j'ai besoin qu'on fasse cette interview. J'ai besoin qu'on termine ton hors-série que tu as commencé dans ton coin, à ta manière, qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait depuis tout le temps qu'on travaille ensemble. Je sais, je suis désolée. On est dans une impasse. Ce que je te demande, si tu veux, ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on va faire. Je vais aller voir Julien. Je vais lui demander de s'excuser platement, comme un petit enfant qui aura bien compris sa leçon de morale. Je vais lui demander de s'excuser au début de l'interview. Non mais ça n'a Tu rien à serais voir avec d'accord ? ça n'a rien à voir avec un petit enfant, c'est un principe de réparation. Tu serais d'accord ? Il s'excuse. Quel genre d'excuse ? On fait la liste si tu veux. On lui demande de s'excuser parce qu'il a menti, parce qu'il a blessé des gens, parce qu'il s'est fait de l'argent en vendant des vélos sur une histoire qui était fausse, parce qu'il a offensé des associations de victimes, tout ce que tu veux. Une sorte de mise au point. Et après, tu lui poses toutes les questions que tu veux. Je trouve pas que c'est un peu bizarre de contraindre quelqu'un à s'excuser ? Et je ne veux contraindre personne, Camille, ni toi à faire cette interview, ni lui à s'excuser. Je sais pas, j'essaie qu'on trouve une solution pour que cette chose arrive enfin. Je vais le voir, je lui demande, je lui propose, je lui dis que c'est ta condition. Lui, il a très envie d'être interviewé, donc ça va peut-être marcher. Ok, mais tu lui dis que c'est pas négociable. Exactement. Tu lui dis que ce sont des excuses, point. Et je veux pas qu'il commence à justifier ses excuses. Sinon, j'arrêterai ou je couperai au montage. Oui, mais c'est bon, fais-moi confiance. Je sais pas, Tu Allez. me forces la main. Non. Ok, vas-y. Merci. Est-ce qu'il faut accepter cette interview ? J'ai l'impression qu'on me force la main. Chacun a ses limites et je sens que je suis en train de les franchir. Je m'en veux déjà d'avoir accepté. Ah, ce deal me va pas. Je veux m'enfuir. Je veux m'enfuir. Alors ? Bah alors il refuse. Il refuse. Oui, il refuse et il trouve qu'on est très malhonnête dans notre proposition. On est malhonnête. Oui. C'est nous qui sommes Oui, malhonnêtes. il l'a très mal pris. Il l'a mal pris. Oh là là, vraiment. Écoute, il a pas tort. Il se dit que c'est comme s'il était condamné avant même d'avoir pu s'expliquer, et c'est vrai. Il se dit que si les gens connaissaient son histoire, ils auraient une autre opinion de lui, et sans doute qu'il n'aurait même pas besoin qu'il s'excuse, donc ça biaise tout le... Écoute, t'aurais essayé. Oui, mais il refuse. Comment on va faire ? Je continue vraiment d'avoir l'impression qu'on a tout fait à l'envers. Il est hors de lui. Je m'en veux. En plus, on n'a pas été vraiment très propre sur cette histoire. Tu penses pas que le fait que tu t'en veuilles, c'est la preuve même que t'as face à toi un grand manipulateur ? Mais non, je m'en veux de refuser l'accès à un micro pour quelqu'un qui veut raconter son histoire. Je ne sais pas très bien ce qui va se passer maintenant.
J'ai un peu l'impression que la dernière tentative de médiation a échoué. Moi, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout et dénoncer ses actes. Je trouve son attitude de plus en plus inexcusable et injustifiée même. Il y a autre chose. Depuis peu, je suis persuadée qu'il ne s'agit pas que de lui. En fait, je suis pas simplement en train de raconter l'histoire de Julien. Et sans trop savoir quel sens donner à cette pensée, elle me quitte plus. Mais je perçois aussi que je suis un peu trop naïve et pas très bien préparée pour la suite. Vous n'arrêtez pas de mettre de nouveaux avis. Ça tombe chaque fin d'après-midi et vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à estimer que je devrais renoncer à raconter l'histoire de Julien. Je suis Camille. Et tu viens d'écouter l'histoire de Julien. Une si belle histoire. Je dirais que mentir, c'est un peu arranger la réalité par rapport à ce qu'elle est objectivement pour la faire correspondre un peu plus à l'image qu'on se fait, nous, de notre propre vie. Je pense que du coup, quand on ment, on manipule autant les autres que nous-mêmes. Faudrait retrouver, mais tous autant que nous sommes dans nos interactions, tous les jours, on ment un nombre pas possible de fois. Ouais, je suis là dans 10 minutes, voilà, ou tu es en retard quelque part. T'inventes une excuse avec un peu de vrai, un peu de faux. T'as pas envie de dire que comme t'arrives au taf, c'est juste, j'avais pas envie de venir, voilà. Non, tu vas trouver autre chose. Et en fait, finalement, c'est pour essayer de faire au mieux pour toi. Une si belle histoire de Marine Anger et Christophe Deleu. Avec dans les rôles principaux Camille Dagen, Camille, Clémence Buchet, Isa, Antoine Segara, Julien. Les musiques sont composées et interprétées par Marine Anger et John Caldera. Mixage, Vincent Venet. Dessin d'illustration, Sylvestre Bouquet. Une si belle histoire est une coproduction par Oui-Dire, la première de Pascal Tison, et Sonia, un monde de récits audio. Ce projet bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de l'IDEX de l'Université de Strasbourg et de ses partenaires CNRS et INSERM dans le cadre de France 2030, Strasbourg, capitale du livre UNESCO 2024. Sonia, un monde de récits audio.